Tu veux savoir ce qui, dans mon parcours et en tant que blanc, m'a rendu sensible à la question de l'antiracisme dit politique. Pour te répondre, je vais commencer par faire un détour et je vais te parler de mon enfance et de ce lieu où j'ai grandi. C'est une petite cité HLM d'une ville bourgeoise. Et je vais t'en parler parce que ma conscience politique est née là, dans cet espace où petite pauvreté et grande richesse se cohabitaient et où il suffisait de traverser quelques rues pour passer d'un monde à l'autre. Percevoir la violence sociale a relevé chez moi d'une expérience sensible. Et les souvenirs que j'en ai sont donc visuels, auditifs, olfactifs. Les cris de Lionel, par exemple, mon voisin et meilleur Gaule de la cité, quand sa mère, dont on disait qu'elle se prostituait, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, le battait. Il y avait le père André aussi, notre voisin du dessus, qui un jour a balancé sa machine à laver par la fenêtre. La famille Savary, dont la violence et l'alcoolisme étaient connus de tous les habitants, et que tout le monde craignait en fait. Et puis le bruit des mobylettes, sur lesquelles souvent les plus grands nous faisaient faire un tour. Il y a aussi les cassettes VHS des films de Bruce Lee que le père de Franck nous faisait regarder. L'architecture des bâtiments, dont la vétusté m'apparaissait chaque fois que je traversais la rue pour me rendre dans la résidence voisine, où là, contrairement au HLM, il y avait des pancartes, par exemple, qui interdisaient de marcher sur l'herbe, où il y avait des parterres de fleurs. Il y avait aussi des grandes baies vitrées et des digicodes à l'entrée, et où il y avait de la moquette posée sur les murs aussi. Bref, c'était un décor qui témoignait de l'existence d'un autre monde et d'un autre vécu social pour ses habitants, je crois. Il faudrait que je te parle aussi des corps. C'est-à-dire que j'ai très vite compris qu'il y avait une esthétique du corps pauvre qui était différente de l'esthétique du corps bourgeois. Je sais aujourd'hui que cela se jouait, c'est des détails. La coupe de cheveux, le port de tel ou tel costard, la marque des pulls. J'ai surtout le souvenir, en fait, et un souvenir très jeune, à partir de 5, 6 ans, de me dire que je ne fais pas partie de ce monde-là. Je dois t'avouer, enfin, c'est une petite anecdote, hein, mais qu'aujourd'hui encore, près de 40 ans plus tard, je ne peux pas m'empêcher, lorsque je rentre dans une résidence ou dans un bâtiment bourgeois, d'observer ce qui le compose. Cela va de la porte d'entrée aux boîtes aux lettres, en passant par l'ascenseur, et de porter un jugement non pas esthétique, mais social sur celui-ci et sur ses habitants. C'est des bourgeois. Ce lieu a été aussi évidemment ce qui a déterminé les amitiés que j'ai nouées enfant et adolescent. Parmi ces amitiés, il n'y avait pas beaucoup de fils de cadres et pas beaucoup de fils de professeurs non plus, hein. Il y avait aussi la musique, l'importance de la musique. Les goûts musicaux étaient, et sont encore, je crois, un bon moyen de connaître le milieu social dont on est issu. Et à la fin des années 80, nous écoutions du funk et du hip-hop, et seuls les enfants des classes populaires écoutaient cette musique-là. Il y avait des exceptions, hein. Le punk pouvait être une alternative pour les blancs. Nous écoutions donc une musique faite par des noirs et que beaucoup d'arabes écoutaient, ce qui, en tant que blanc, n'était pas si répandu. À l'époque, ma mère était mariée avec un Marocain, militant pour la cause palestinienne, ce qui orientera plus tard mon positionnement concernant ce conflit. J'ai donc partagé avec les Noirs et les Arabes la même musique, et cela finalement bien avant de m'intéresser aux propos, aux discours politiques dont certains musiciens, intellectuels, artistes pouvaient être porteurs. J'avais bien conscience de ce plus de violence qu'ils subissaient du fait de leur couleur de peau. J'ai un ami à moi qui pouvait en témoigner régulièrement. Mais seuls certains individus ou certaines institutions à l'époque, et parmi ces institutions la police, hein, notamment, en étaient pour moi responsables. En fait, je ne connaissais pas, je n'avais pas entendu parler de ce qu'on appelle la domination et de la violence symbolique. Et ce qui faisait que le racisme,
pour moi, ne pouvait avoir la figure que d'un mauvais flic et non pas celle d'une militante féministe ayant, par exemple, lutté pour l'abolition de la peine de mort. Bon, maintenant, enfin, depuis, hein, j'ai lu et j'ai été sensibilisé à cette question-là, ce qui fait que cette domination, cette violence, je la vois souvent maintenant à l'œuvre, à des endroits très divers. Par exemple, j'ai été voir un spectacle dernièrement qui mettait en scène des femmes syriennes qui témoignaient de ce qu'elles avaient vécu dans leur pays, la guerre, l'exil, la perte d'un membre de la famille. Et à la fin, euh, la salle, qui était majoritairement composée de blancs, comme d'habitude dans ces lieux hein, d'ailleurs, s'est levée pour applaudir longuement. Et ces applaudissements, moi, m'ont mis mal à l'aise, car je n'ai pas su, pas pu, enfin, j'ai pas réussi à lire ces applaudissements sans les réinscrire immédiatement dans le contexte social, politique et historique français. Mon interrogation, enfin, plus que ça, hein, qu'un même pays puisse, dans le même temps, mettre des femmes sur scène et en laisser d'autres dans la rue, je parle même pas de celles et ceux qui meurent en mer, hein, c'est terrible, alors que ces femmes ont la même histoire, est l'expression réelle d'une domination, pour moi. Je crois qu'on ne sait pas faire de l'autre autre chose qu'un objet, et c'est en cela qu'on le domine. Et lorsque cette domination s'exerce toujours au détriment d'un même groupe de personnes, on peut parler de racisme. Je dois te dire qu'en sortant du théâtre, je me suis posé la question de savoir comment faire entendre, par quelle manière je pourrais faire entendre cette violence à ceux qui ne la vivent pas. Et donc je me suis mis à imaginer ce que pourrait donner un autre spectacle mettant lui en scène la souffrance d'hommes blancs. Et j'ai pensé par exemple à des clochards qui témoigneraient de leur vécu à la rue sur une scène théâtrale africaine, c'est-à-dire composée de spectateurs majoritairement noirs ou arabes, peut-être issus de la bourgeoisie noire ou arabe. Et je me suis demandé qu'est-ce que cela nous ferait, en fait, à nous blancs et en tant que blancs, d'être l'objet de ce type de spectacle et des applaudissements qui s'en suivent. Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose là, enfin, je ne pense pas que cela se soit fait, euh, qu'il y a peut-être quelque chose à travailler, à creuser là. L'autre soir aussi, j'ai vu une jeune femme voilée, une intellectuelle, qui témoignait de ce qui lui faisait de ce qui faisait, ce qui était source de souffrance pour elle dans le racisme dont elle était victime. Et sa réponse a été de dire ce qui l'a fait ce qui l'a fait la plus souffrir, c'est le fait qu'on lui dénie toute forme de subjectivité. Et j'ai trouvé ça très juste. Finalement, je me dis que le blanc, alors là, il faudrait peut-être dire que l'homme blanc, la femme blanche, on pourrait presque y voir une figure métonymique de l'Occident, ne supporte pas ou supporte très difficilement qu'on lui conteste le monopole de la parole et de la pensée émancipatrice. Sur ce sujet, comme sur beaucoup, il veut être à tous les endroits d'énonciation, je crois. Ainsi, tout discours émanant d'un noir ou d'un arabe visant sa propre liberté opère une soustraction à la domination symbolique du blanc.